Avril 1945. Le ciel du Pacifique au-dessus d'Okinawa était d'un gris pâle, lourd d'humidité et de fumée. Au quartier général japonais de Naha, un groupe d'officiers s'inclinait sur une carte, sirotant du saké tiède et riant aux rapports provenant de leurs aérodromes. Fusée VT, ricana le capitaine Takahashi, rien qu'une nouveauté. Nos pilotes traverseront leurs obus avant même qu'ils ne nous atteignent. Des centaines de pilotes kamikazes se préparaient sur le tarmac, moteurs bourdonnant comme des abeilles en colère. Ils étaient jeunes, à peine âgés de 20 ans, certains même plus jeunes encore, entraînés à diriger leurs avions droits sur les navires alliés sans aucun retour. La confiance était élevée. L'artillerie américaine avait toujours semblé maladroite et imprécise. Mais désormais, un malaise discret planait parmi quelques officiers plus âgés. Des rapports évoquant des explosions, mystérieuses en plein ciel, avaient été balayés comme de simples erreurs de renseignement. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Sur une île voisine, les ingénieurs et artilleurs américains se déplaçaient silencieusement. Ils avaient passé des mois à tester une arme secrète, la fusée à proximité VT variable Time, un obus capable de détecter sa cible et de détonner au moment exact. Développée à partir de plans britanniques et perfectionnée par la marine et l'armée américaine, elle promettait de transformer le feu anti-aérien en une quasi-certitude de destruction. Chaque détail avait été étudié. Le mécanisme radar intégré, l'activation déclenchée par la proximité et la batterie miniature qui se mettait en marche au lancement. Un précédent, capable de changer la donne dans le ciel du Pacifique. Le lieutenant James O'Connor scrutait l'horizon depuis sa position d'artillerie. Âgé de 32 ans, les mains rugueuses d'huile et de graisse, les yeux perçants, il observait chaque mouvement avec précision. « Lorsqu'il se moque de nous, dit-il à ses hommes, c'est là que nous savons que ça va faire le plus mal. » Son ton était calme mais ferme, empreint de cette certitude que seule l'expérience pouvait donner. Les soldats autour de lui tenaient leurs fusils prêts, silencieux, les mains crispées sur le métal froid des obus. À l'aube, les premiers avions japonais s'élevèrent. Les moteurs hurlaient, les ailes étincelaient sous le soleil. Les pilotes croyaient leur victoire assurée, mais les Américains étaient prêts, cachés derrière des sacs de sable et des filets de camouflage, leurs silhouettes invisibles à l'œil nu. Ils ne bougeaient pas. Ils attendaient tout moment qui allait tout changer. Chaque respiration, chaque cliquetis de métal était une promesse silencieuse de destruction. Le vent soufflait sur les collines d'Okinawa, portant avec lui une odeur de sel, de fumée et de terre humide. Les pilotes japonais riaient dans leurs cockpits, parlant de la prétendue inefficacité de l'artillerie américaine. Le capitaine Takahashi, les mains croisées derrière le dos, continuait à réciter les rapports de ses officiers avec un sourire satisfait. « Ces machines ne valent rien », disait-il. Mais dans son esprit, une inquiétude tenace qu'il refoulait commençait à poindre. Les rapports d'explosions soudaines et inexplicables continuaient à arriver, mais il persistait à les ignorer, convaincu de la supériorité aérienne japonaise. De l'autre côté de l'île, les artilleurs américains vérifiaient le mécanisme des obus VT. Chaque unité avait été soigneusement calibrée. Le radar miniaturisé à l'intérieur de l'obus envoyait des impulsions à la recherche d'un objet volant. Lorsqu'il se rapprochait de sa cible, le signal renvoyé déclenchait l'explosion avec une précision inégalée. Le système de déclenchement ne pouvait pas être contourné par la vitesse ou l'altitude, et l'effet sur les formations ennemies allait être dévastateur. Les ingénieurs avaient conçu le système pour résister aux forces de lancement, aux vibrations et à la rotation des obus, une prouesse qui aurait semblé impossible quelques années plus tôt. O'Connor ajusta ses jumelles. La ligne de crête était visible à peine à 300 mètres. Il pouvait voir les silhouettes des kamikazes sur le tarmac, leurs avions alignés avec discipline,
moteur ronronnant et ailes tremblantes. Il y avait quelque chose de sinistre dans ce calme avant la tempête. « Préparez-vous » murmura-t-il à voix basse. « Tout commence maintenant. » Les premières formations japonaises prirent l'air, volant-on, avec une coordination parfaite, chacune des petites fusées VT calibrées et prêtes à démontrer sa puissance. Le soleil matinal frappait les coques métalliques des héros, les faisant scintiller comme des joyaux sanglants dans le ciel. Les Américains, derrière leur protection, observaient sans ciller, attendant que le premier tir marque le début de la fin. Lorsque le signal fut donné, le premier obus fut lancé. Il fendit l'air, silencieux, tournoyant avec une précision presque surnaturelle. Quelques secondes plus tard, un bruit sourd et déchirant retentit. L'un des héros explosa en plein vol, des flammes déchirant l'air, des débris métalliques tombant dans la mer comme une pluie noire. Les rires au quartier général japonais se figèrent, remplacés par un silence de stupéfaction et d'horreur. Un deuxième et un troisième avion suivirent, détruits avant même de pouvoir ajuster leur trajectoire. Les fusées VT faisaient ce pourquoi elles avaient été conçues, transformer l'illusion de sécurité en un carnage parfait. Chaque explosion au loin semblait résonner jusque dans le cœur des officiers japonais, dissipant leur arrogance et semant la peur. Les pilotes qui s'étaient fiés à leur habileté et à leur courage étaient maintenant tombés, un par un, dans le ciel impitoyable d'Okinawa. La technologie américaine venait de surpasser la bravoure japonaise. Au sol, O'Connor et ses hommes observaient le carnage avec un mélange de fierté et de tristesse. Ils savaient que chaque tir précis sauvait des vies sur les plages et dans les navires alliés, mais la destruction de vies humaines restait un poids lourd sur leur conscience. Pourtant, ils ne pouvaient ignorer la vérité. La supériorité de la fusée VT venait de se confirmer. Les statistiques prévoyaient que dans les 72 heures à venir, jusqu'à 90% des avions japonais assignés à Okinawa seraient détruits. Chaque obus tiré était un témoignage de l'ingéniosité humaine, la précision du radar, la conception de la batterie miniature, la résistance des mécanismes, tout cela formait un système presque parfait de destruction aérienne. Les pilotes japonais, malgré leur courage inébranlable, ne pouvaient rivaliser avec cette technologie invisible mais implacable. Pendant que les avions ennemis tombaient en flammes, les artilleurs américains rechargeaient méthodiquement, sans hâte mais avec une efficacité froide. O'Connor observait attentivement chaque explosion, chaque mouvement. Il savait que ce combat ne se limiterait pas aux prochaines heures. Il savait que le ciel allait devenir un champ de bataille où seul le calcul précis et la technologie pouvaient survivre. À mesure que le soleil montait plus haut dans le ciel, le rythme des tirs s'accélérait, les explosions se succédaient, les héros et les Oka se désintégraient avant d'atteindre leur cible. Les pilotes japonais, entraînés pour l'héroïsme et le sacrifice, réalisaient trop tard que leur destin était scellé par l'ingéniosité de leurs adversaires. Les rires d'hier avaient laissé place à la terreur d'aujourd'hui. Au crépuscule de cette première journée, le champ de bataille aérien était transformé. Les débris des avions ennemis flottaient dans les airs, tombant en pluie métallique sur les plages et les collines. Les artilleurs américains, fatigués mais vigilants, préparaient la seconde vague. O'Connor leva les yeux vers le ciel rougi par le soleil couchant, un mélange de tristesse et de satisfaction dans le regard. Ils ont ri. Et maintenant ils tombent, murmura-t-il. C'est ainsi que l'histoire se souviendra. Le vent du Pacifique soufflait, transportant avec lui l'odeur de la mer, du métal brûlé et de la fumée. Les hommes savaient que cette bataille serait racontée comme un tournant, un moment où la technologie avait surpassé l'arrogance et où la précision humaine et mécanique avait triomphé sur le courage aveugle. Le ciel d'Okinawa, un jour gris et humide, venait de devenir le témoin silencieux de l'invention qui avait changé le cours de la guerre. La fusée VT était sans précédent. L'artillerie traditionnelle nécessitait un tir direct ou l'incertitude dangereuse des obus minutés.
Au début de la guerre, il fallait parfois des milliers d'obus pour abattre un seul avion. La fusée VT changeait radicalement cette équation. Un petit radar Doppler intégré dans l'obus pouvait détecter tout objet à proximité et déclencher automatiquement l'explosion avec une précision terrifiante. Chaque détail avait été conçu pour maximiser l'efficacité et réduire au minimum le risque d'échec. Le moindre froissement de métal, la plus petite turbulence dans le ciel pouvait être surveillée, et l'obus réagissait en conséquence, transformant chaque tir en un potentiel coup mortel. Le major Thomas Harding supervisait les calibrations finales sur les canons antiaériens de 90 mm. Âgé de 41 ans, il avait servi dans l'armée depuis l'invasion de la France, et son visage portait les traces de nuits blanches passées à observer des cibles survolant les plages et les forêts. « Ce n'est pas seulement de l'artillerie », déclara-t-il à ses hommes. « C'est de la magie en laiton et en acier. » Il tenait un obus VT dans sa main gantée, admirant la complexité de son mécanisme. La conception ingénieuse comprenait une batterie miniature intégrée au moment du tir. Une petite fiole d'acide, brisée lors du lancement, générerait un courant pour alimenter le radar en plein vol. Une solution complexe mais fiable, qui garantissait que l'obus n'exploserait que près de sa cible, et non au hasard. Les ingénieurs avaient testé le système pendant des mois, simulant des centaines de scénarios différents, enregistrant chaque donnée avec précision. Ils savaient que son effet serait catastrophique pour les pilotes japonais. Dans les briefings de renseignement, ils avertissaient « Attendez-vous à une forte attrition. Préparez-vous à des pertes massives. » Mais à des milliers de kilomètres, les Japonais continuaient leur diffusion moqueuse, ridiculisant l'inefficacité des défenses américaines et se vantant de la facilité avec laquelle leurs pilotes traverseraient les lignes ennemies. Le contraste entre leur arrogance et la réalité imminente était frappant. Au milieu de la matinée, la première vague apparut. Les pilotes japonais, à bord de Mitsubishi Zeros et de Yokosuka Okas, fendaient les nuages avec une formation serrée, disciplinée, chaque mouvement calculé pour frapper avec précision. Le soleil perçait à peine à travers la brume matinale, jetant des reflets métalliques sur les ailes des avions qui semblaient scintiller comme des lames en mouvement. Les artilleurs alliés s'accrochaient à leurs manettes de tir, les battements de leur cœur se synchronisant avec le rugissement des moteurs ennemis. Les doigts d'O'Connor tremblaient légèrement, mais restaient fermement posés sur le déclencheur, chaque seconde suspendue à la tension du moment. Le premier obus fut tiré. Il fendit l'air, silencieux, tournoyant comme une flèche, porteur d'un destin invisible. Puis boum, un avion kamikaze explosa en plein vol, le métal déchiré, la fumée s'élevant en rubans noirs dans le ciel. Le rire des officiers japonais se transforma en un silence choqué, un instant suspendu où personne ne semblait croire ce qu'il voyait. Quelques secondes plus tard, un autre, puis encore un autre, tombèrent en flammes. Les fusées VT démontraient leur létalité au-delà de toute imagination. Le ciel d'Okinawa se transforma en un champ de bataille imprévisible, où la technologie invisible dictait la mort. Chaque tir était calculé avec une précision inhumaine. Les obus réagissaient au mouvement des avions, anticipant leur trajectoire et explosant exactement là où ils devaient. Les pilotes japonais, même les plus expérimentés, n'avaient aucun moyen de comprendre ce qui se passait. Leurs manœuvres audacieuses, leurs tentatives pour esquiver le feu, se heurtaient à une force invisible et inarrêtable. Leurs Zero et Okas, censés être des armes parfaites de destruction, devenaient désormais des cibles faciles, fauchées avant de pouvoir atteindre les navires alliés. O'Connor observait chaque explosion, son regard passant d'un avion à l'autre, analysant les mouvements avec la minutie d'un scientifique. Il savait que chaque défaite japonaise protégeait des vies alliées. Chaque débris tombant dans la mer ou sur la plage empêchait un futur désastre. À ses côtés, le sergent McAllister, âgé de 29 ans, ne pouvait détacher les yeux du spectacle. « C'est
Irréel, murmura-t-il. On dirait que le ciel est vivant. Les obus suivants furent lancés à intervalles précis, chacun suivant la formation ennemie. Les explosions se succédaient avec un rythme presque rythmique, une symphonie de destruction orchestrée par la technologie américaine. Les pilotes japonais, confus et terrifiés, tentaient encore de corriger leur trajectoire, mais chaque mouvement était anticipé. Certains tentèrent de plonger sous les obus, d'autres d'effectuer des virages serrés. Mais chaque action déclenchait une nouvelle explosion, comme si le ciel lui-même se retournait contre eux. Les heures passèrent et les vagues de kamikazes se succédèrent. La mer au large d'Okinawa était jonchée de débris, des épaves d'avions flottant à la dérive. Les navires alliés, protégés par la puissance des fusées VT, pouvaient manœuvrer sans subir les pertes massives qui avaient marqué les batailles précédentes. Les artilleurs américains, épuisés mais concentrés, continuaient leur travail avec discipline, chaque tir calculé et chaque obus vérifié avant le lancement. L'efficacité du système transformait le chaos en contrôle, la peur en certitude. Dans les cartes officielles japonaises, la panique commençait à s'installer. Les rapports se succédaient, détaillant la destruction des avions et la confusion parmi les pilotes. Le capitaine Takahashi, les mains crispées sur la table, lisait et relisait les messages avec incrédulité. Chaque mot semblait confirmer l'inimaginable. Leurs meilleurs pilotes, leurs armes les plus redoutables, étaient anéantis par une technologie qu'ils avaient ignorée, raillée et sous-estimée. Les rires d'hier avaient disparu, remplacés par un silence pesant et lourd de terreur. Pendant ce temps, les ingénieurs américains continuaient à ajuster les paramètres, récalibrant certains obus pour compenser le vent, la distance. Chaque ajustement augmentait la létalité de la fusée VT, rendant chaque nouvelle salve encore plus efficace que la précédente. Les calculs de probabilité, les tables de vitesse et d'altitude, tout cela se traduisait en explosions précises dans le ciel. L'ingéniosité humaine se matérialisait sous la forme de métal et de feu, et pour les pilotes japonais, cela signifiait l'inévitable fin de leur mission. Au fur et à mesure que la journée avançait, le taux de perte pour les pilotes japonais atteignait des sommets sans précédent. En moins de 3 heures, jusqu'à 90% de leurs avions engagés avaient été détruits ou gravement endommagés. Le ciel d'Okinawa, auparavant théâtre de fierté et de bravoure, était devenu un champ de ruines. Les commandants japonais tentaient de réorganiser leurs forces, mais chaque nouvelle formation envoyée au combat se heurtait à la même puissance invisible, chaque tentative condamnée, avant même de commencer. O'Connor, le visage marqué par la fatigue et la concentration, savait que ce moment resterait gravé dans l'histoire militaire. Les fusées VT avaient démontré non seulement leur efficacité, mais aussi leur capacité à changer la dynamique d'un champ de bataille. Là où autrefois la bravoure et le nombre suffisaient à imposer la peur, désormais la technologie dictait le sort. La magie du métal, de la chimie et de l'électricité se combinaient pour créer une force imparable, capable de faire tomber des avions par dizaines sans qu'un seul tireur puisse réellement intervenir manuellement. Les obus continuaient à exploser dans un ciel assombri par la fumée et les nuages, chaque flash illuminant la mer et les collines environnantes. Les survivants japonais, choqués et désorientés, perdaient leur cohésion et leur efficacité. Les ordres se mêlaient aux cris et aux alarmes, mais le rythme imposé par la fusée VT ne pouvait être perturbé. L'efficacité du système provoquait non seulement des pertes matérielles, mais aussi un effondrement moral, sapant la confiance des pilotes et des officiers. À la fin de cette première journée d'attaque, les pertes japonaises étaient massives. Les obus VT avaient transformé ce qui aurait pu être une avancée terrifiante en une défaite totale et rapide. Chaque explosion témoignait du génie allié et de l'innovation militaire. Chaque destruction marquait la supériorité tactique sur la bravoure aveugle. Le ciel d'Okinawa, autrefois éclatant d'ambition japonaise, était désormais une toile de flammes et de métal déchiqueté, un monument silencieux à la puissance de la technologie appliquée avec précision.
Le major Harding observa le champ de bataille depuis son poste. Ces hommes, fatigués mais vivants, partageaient un mélange de soulagement et de respect pour la machine qu'ils servaient. Les statistiques étaient claires. La fusée VT venait de démontrer sa supériorité, et le Japon, malgré sa bravoure et son courage, venait de subir un revers décisif qui réécrivait le futur des combats aériens dans le Pacifique. Les derniers avions japonais tentèrent de se regrouper pour une attaque de dernière minute, mais leur coordination était brisée, leur confiance détruite. Chaque salve américaine, chaque explosion d'obus VT résonnait comme un avertissement. L'ère du tir aveugle et des attaques suicides avait rencontré la puissance invisible et implacable de l'ingénierie alliée. Le rire de l'Empire, entendu quelques heures plus tôt, avait laissé place au silence, et ce silence parlait plus fort que n'importe quelle fusée, n'importe quel moteur, n'importe quel cri. Le crépuscule tomba sur Okinawa, et la fumée des avions détruits s'élevait vers le ciel gris. Les hommes d'O'Connor rangèrent leurs instruments, conscients que ce jour resterait gravé dans l'histoire militaire. La magie du métal, combinée à l'ingéniosité humaine et à la discipline alliée, venait de changer le cours de la guerre. La puissance de la fusée VT avait montré que l'avenir appartenait à ceux qui savaient transformer la science en armes, et que l'arrogance des ennemis, même la plus audacieuse, pouvait être brisée par le simple génie de l'innovation. Pendant 3 jours, le ciel du Pacifique devint un cimetière. Les pilotes japonais, convaincus de leur invincibilité, étaient abattus à des taux stupéfiants. Les Mitsubishi Zero et les Yokosuka Okas, qui s'élançaient avec assurance, étaient fauchés avant même d'atteindre les navires alliés. Les obus à fusée VT déchiraient l'air avec une précision impitoyable, éclatant au moment exact où un avion ennemi se trouvait dans leur rayon d'action. Les détonations résonnaient comme des coups de tonnerre, chaque explosion projetant des fragments de métal et de fumée dans le ciel clair du Pacifique. Au cours de ces 72 heures, près de 90% des avions assignés à Okinawa furent détruits, un chiffre qui semblait impossible même aux artilleurs les plus expérimentés. Le commandement japonais entra en alerte maximale. Les radios hurlaient des ordres sur les ondes. Cessez les opérations, mais il était déjà trop tard. Les navires dans les eaux environnantes étaient protégés par la nouvelle technologie d'artillerie. Les convois, jadis vulnérables aux attaques suicides, restaient intacts. Des vies furent sauvées grâce à la combinaison de calculs précis, de discipline et de génie technique. Les soldats alliés sur les plages levèrent les yeux, fascinés et terrifiés à la fois, alors que le ciel semblait pleuvoir la destruction sur leurs ennemis. Le rugissement des moteurs japonais se mêlait au sifflement des obus et aux explosions, créant un vacarme apocalyptique qui ferait trembler le moral de n'importe quel pilote téméraire. Lieutenant James O'Connor et ses hommes travaillaient dans un silence presque religieux, leurs yeux scrutant l'horizon avec une concentration inébranlable. Chaque tir était compté, chaque avion marqué dans les registres. Ils notaient le nombre de projectiles utilisés par rapport aux avions détruits, analysant chaque mouvement pour ajuster les salves suivantes. Au cours du 2e jour, l'efficacité des tirs atteignait presque la perfection. En moyenne, 4 obus suffisaient pour abattre un avion, une fraction de ce que les canons anti-aériens traditionnels nécessitaient auparavant. Les artilleurs, bien que fatigués par les heures de concentration extrême, ressentaient une fierté silencieuse en voyant le résultat tangible de leur travail et de la technologie qu'ils manœuvraient. Pour les pilotes japonais, c'était l'horreur absolue. Leur formation, leur foi et leur courage ne pouvaient rivaliser avec la précision impitoyable de la fusée VT. Des moteurs explosaient en plein vol, des bombes lâchées par les avions survivants tombaient dans la mer sans effet, et le moral s'effondrait. Des jeunes hommes, certains âgés de seulement 20 ans, regardaient leurs camarades tomber, incapables de comprendre pourquoi la chance semblait soudainement les abandonner. Chaque attaque kamikaze,
autrefois signe de bravoure et de dévouement ultime, se transformait désormais en un suicide presque certain. Les cris désespérés des pilotes et le grondement des moteurs mourants se mêlaient au fracas métallique des explosions, créant un cauchemar vivant dans le ciel. Les journées se succédaient, les vagues d'avions japonais se faisaient de plus en plus rares et désorganisées. Les survivants tentaient de changer de tactique, modifiant leur altitude et leur formation. Mais rien ne pouvait échapper à la vigilance mécanique et implacable des canons alliés. Les obus à fusée VT, équipés de leurs radars Doppler miniatures et de la batterie chimique intégrée, anticipaient chaque mouvement, explosant au moment exact où leur cible se trouvait à portée. Le ciel semblait lui-même conspirer avec les Alliés, une force invisible qui décimait les formations et protégeait les navires et les hommes en dessous. Les artilleurs, sous le commandement d'O'Connor, ne laissaient aucune faille. Chaque tir était une démonstration de discipline et de calcul. Les notes dans le carnet de bord étaient méticuleuses. Avions détruits, obus utilisés, vent, distance, altitude, trajectoire. Tout était enregistré. Leurs gestes, répétés à l'infini depuis des semaines d'entraînement, étaient précis et coordonnés, presque chorégraphiés. Le vacarme constant, les vibrations dans leurs mains, la tension palpable dans l'air, tout cela créait un état de concentration extrême, où chaque seconde pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Dans les quartiers généraux japonais, le désespoir prenait racine, les rapports affluaient, détaillant la destruction des avions, le chaos sur les pistes et la perte massive de pilotes qualifiés. Le capitaine Takahashi, autrefois si confiant et moqueur à l'égard des fusées VT, lisait les comptes rendus avec incrédulité. Les rires d'hier s'étaient mués en murmures de panique. Les jeunes pilotes, autrefois admirés pour leur bravoure, devenaient des statistiques dans un rapport macabre, et le moral des forces japonaises s'effondrait à mesure que le nombre de pertes augmentait. Le sentiment d'invincibilité qui avait guidé leur mission depuis le début de la guerre était désormais brisé, remplacé par la peur et la confusion. Les obus continuaient à fuser dans le ciel, et les explosions illuminaient par intermittence la mer et les collines environnantes. Des avions en feu tournaient en spirale descendante avant de s'écraser, projetant des débris et de la fumée comme un avertissement silencieux. Les survivants japonais, bien que peu nombreux, tentaient encore de lancer des attaques. Mais chaque effort était prévisible pour le système VT. La technologie alliée transformait le chaos aérien en un contrôle quasi absolu, rendant chaque action ennemie presque futile. Au fur et à mesure que la troisième journée s'achevait, les pertes japonaises atteignaient des sommets jamais vus auparavant. Les obus VT avaient réduit à néant la supériorité numérique et la bravoure des pilotes kamikazes. Les navires alliés pouvaient maintenant naviguer dans les eaux entourant Okinawa avec une sécurité relative, leur blindage inutile face à une menace désormais inexistante. La supériorité alliée n'était plus théorique, elle se manifestait dans les chiffres, dans le ciel dévasté et dans le silence qui suivait chaque vague d'attaque. Le lieutenant O'Connor, observant l'horizon teinté de fumée, remarqua que le nombre de cibles diminuait rapidement. Les jets japonais survivants se regroupaient, hésitant, certains avec des ailes endommagées, d'autres sans carburant suffisant pour revenir. Les artilleurs continuaient à tirer avec précision, chaque salve réduisant davantage la menace. Les canons, malgré la chaleur et la fatigue, répondaient à chaque mouvement ennemi avec une précision mécanique, une démonstration du génie allié et de la puissance de la technologie VT. Le quatrième matin, les quelques officiers japonais restants contemplaient les aérodromes déchiquetés, les carcasses en flammes et le métal tordu de leurs avions. Le capitaine Takahashi, autrefois si arrogant, pouvait seulement murmurer « C'est impossible ».
Les avions qu'ils avaient autrefois considérés comme invincibles étaient détruits ou hors d'usage. Les hommes qui avaient ri des inventions alliées comprenaient désormais la vérité de manière brutale. La supériorité technologique pouvait renverser même la bravoure la plus fanatique. La bataille aérienne qui avait commencé avec arrogance et confiance s'était terminée dans le sang et la fumée. Les pertes humaines et matérielles étaient massives pour le Japon et l'efficacité des fusées VT avait changé la dynamique de la guerre dans le Pacifique. Les artilleurs alliés, bien que fatigués, ressentaient un mélange de fierté et de soulagement. Chaque obus tiré, chaque explosion, chaque avion détruit contribuait à sécuriser les plages, les navires et les hommes au sol. La technologie alliée avait créé un bouclier invisible, un mur de feu et de métal qui protégeait ceux qui défendaient Okinawa et ses environs. Les survivants japonais, découragés et choqués, se retiraient, laissant derrière eux un ciel saturé de fumée, de débris et de débritons. Silence. Les navires alliés pouvaient maintenant manœuvrer sans craindre les attaques kamikazes. Les pertes japonaises étaient irréversibles et le moral de leurs forces brisé. Les hommes d'O'Connor avaient assisté à une démonstration de puissance sans précédent, où la science et l'ingéniosité humaine avaient surpassé la bravoure et l'ardeur, réécrivant la notion même de supériorité aérienne. Dans les heures qui suivirent, les artilleurs recensèrent leurs résultats, documentant chaque victoire et chaque tir réussi. Les obus VT avaient transformé ce qui aurait été une attaque suicidaire en une défaite écrasante pour l'ennemi. Le ciel, théâtre de destruction, se calma progressivement, mais son souvenir resterait gravé dans les mémoires des hommes et des machines. La puissance de la fusée VT avait montré que l'ingéniosité et la préparation pouvaient surpasser la peur et la bravoure, et que le monde de la guerre aérienne ne serait plus jamais le même. Même si la technologie triomphait dans le ciel d'Okinawa, les histoires humaines émergeaient avec une clarté douloureuse. Les jeunes pilotes japonais, à peine hommes, avaient volé avec espoir et bravoure, portant dans leur cœur le poids d'une mission qu'ils savaient souvent fatale. Certains ressentaient des moments de peur intense avant le décollage. D'autres murmuraient des prières discrètes, tandis que beaucoup avaient des photographies de leur famille ou de leurs fiancés glissées dans le cockpit, un rappel silencieux de la vie qu'ils laissaient derrière eux. Maintenant, l'air au-dessus des eaux turquoises et des collines verdoyantes d'Okinawa portait les fantômes de leur courage. Chaque éclat d'obus, chaque explosion au milieu des nuages rappelait le sacrifice de ces jeunes vies, souvent ignorées par ceux qui ne voyaient que les statistiques militaires et les résultats immédiats. Pour les artilleurs américains, la victoire technologique avait un prix invisible mais lourd. Jour après jour, la monotonie de charger les obus, de suivre les cibles avec précision et de constater la destruction pesait sur leurs épaules. Le sergent William Harrison, âgé de 28 ans, essuyait la sueur et les larmes de son visage après une journée particulièrement éprouvante. « Nous avons sauvé des vies », murmura-t-il, contemplant les carcasses fumantes en contrebas. Mais combien se souviendront du prix payé? Dans le silence de la nuit, les canons se reposaient à peine, leurs carcasses noires brillant sous la lumière des projecteurs et des flammes des avions abattus. La routine, pourtant mécanique, laissait place à une tension psychologique intense. Chaque obus tiré, bien que précis, symbolisait une vie prise ou préservée, et le poids de ces décisions reposait sur ceux qui tenaient les leviers et les gâchettes. Pour le Japon, le coup était également dévastateur, mais ressenti dans l'ombre, à des milliers de kilomètres de l'action. Les familles attendaient en vain, recevant seulement des nouvelles vagues et cryptiques du destin de leurs fils, frères et maris. Des escadrons entiers avaient été anéantis en l'espace de quelques heures, mais la réalité atteignait les foyers japonais sous forme de murmures, de rumeurs et d'incrédulité. Les mères priaient, les pères serraient les poings en silence, et les enfants se demandaient pourquoi les lettres n'arrivaient jamais, ou pourquoi la seule réponse venait de la bouche de voisins paniqués. La fusée VT avait créé une frontière invisible entre la vie et la mort,
entre la victoire et la défaite, en une poignée d'heures, mais ce changement fulgurant avait un prix humain qui dépassait les chiffres et les rapports militaires. Les visages des pilotes disparus se mêlaient aux débris d'acier et aux nuages de fumée, une galerie silencieuse de courage et de tragédie que seuls quelques hommes en observaient les contours. Pour les Alliés, cependant, cette fenêtre de destruction devint un moment stratégique. La supériorité aérienne et l'efficacité meurtrière des obus VT permettaient de sécuriser les positions sur les plages et les îles environnantes. Les approvisionnements arrivaient plus facilement, les renforts pouvaient débarquer sans menace immédiate, et les mouvements navals devenaient considérablement plus sûrs grâce à la couverture d'artillerie. Chaque obus tiré, chaque explosion contrôlée dans le ciel renforçait un bouclier invisible protégeant hommes, navires et matériel. Une seule innovation, la fusée guidée par radar, avait suffi à transformer l'équilibre stratégique dans un théâtre entier de la guerre, réduisant l'incertitude et maximisant la protection des forces alliées. Les hommes savaient qu'ils détenaient un avantage inédit, une arme capable de changer le cours d'une bataille avant même que l'ennemi ne réalise ce qui se passait. Pour les pilotes survivants, l'angoisse persistait malgré la rareté des cibles. Les jours s'étiraient dans une routine de vigilance extrême et de frayeur latente. Chaque nuage à l'horizon, chaque reflet du soleil sur l'eau pouvait signifier une attaque imminente ou un piège tendu. Leurs avions, souvent endommagés, devenaient des cercueils volants, et chaque décollage était une danse avec la mort. Les artilleurs alliés les observaient avec un mélange de respect et de fatalisme. Ils connaissaient le prix de la guerre aérienne, la fragilité de la vie suspendue dans un cockpit. Le courage des adversaires n'adoucissait pas la réalité brutale de leur mission, mais il renforçait la gravité de chaque tir réussi. Les pertes humaines étaient massives. Des hommes âgés de 10 à 9 à 25 ans, des adolescents formés à la hâte pour des missions suicides, avaient disparu en mer et dans les cieux, laissant derrière eux des familles brisées et des communautés en deuil. Les chiffres ne pouvaient rendre justice à la tragédie. Des centaines de vies effacées en 72 heures, des escadrons entiers réduits à des listes de noms et de photographies, des destins qui se croisaient entre la bravoure et le sacrifice. Les journaux militaires japonais, lorsqu'ils osaient publier des comptes rendus, tentaient de masquer l'ampleur de la défaite avec des mots prudents et des euphémismes. Mais le silence, les pleurs et l'incompréhension racontaient une histoire plus puissante que n'importe quel rapport officiel. Pour les artilleurs américains, la victoire avait un goût amer. Chaque succès était entaché par la vision des avions en flammes, des pilotes tombant dans l'océan ou s'écrasant contre les falaises et les plages. Les hommes savaient qu'ils avaient sauvé des vies sur les navires et les positions alliées, mais le prix psychologique était élevé. Les conversations au campé faisaient rares et mesurées, les regards souvent perdus dans le vide, révisitant les explosions et les visages des jeunes ennemis abattus. Même les moments de triomphe technique, lorsque la précision des obus VT était mise en évidence, étaient teintés de cette conscience du coût humain. Les ingénieurs et les officiers supérieurs observaient également avec gravité. Ils savaient que la fusée VT avait changé la donne, mais ils comprenaient que derrière chaque statistique, chaque pourcentage de perte, se cachait une vie humaine, parfois à peine adulte, réduite à rien en quelques secondes. Les discussions de stratégie et d'efficacité se mêlaient au sentiment de responsabilité morale. La guerre moderne, avec ses inventions mortelles, avait transformé le courage en données, le sacrifice en résultats mesurables. Et pourtant, aucun calcul ne pouvait capturer la douleur réelle des hommes et des familles affectées. Dans les communications radio japonaises, le désespoir était palpable. Des officiers hurlant des ordres pour protéger les survivants se heurtaient à une réalité insurmontable. La supériorité alliée dans le ciel et sur la mer, renforcée par la technologie VT, rendait toute résistance presque inutile. Les pilotes restants tentaient encore des manœuvres audacieuses, mais chaque tentative se terminait par la destruction de leurs avions
ou une retraite désordonnée. Les messages aux familles étaient soigneusement filtrés et laconiques, transmettant l'inévitable sans détail, laissant un vide de certitude et une mer de douleur émotionnelle. Sur le terrain, les survivants américains continuaient à surveiller, à ajuster et à tirer. Chaque obus libéré portait le poids de décisions stratégiques et morales. Les artilleurs savaient que la différence entre la vie et la mort se jouait dans la fraction de seconde où la fusée VT explosait. Et cette responsabilité, bien que technique, avait un impact profondément humain. Leurs mains, endolories par le maniement constant des mécanismes et des munitions, reflétaient la fatigue physique et mentale accumulée. Leurs yeux, scrutant l'horizon pour les moindres mouvements, portaient le fardeau du jugement et du calcul, de la vie et de la mort. Dans les moments de calme, entre deux vagues d'attaque, le silence était lourd. Les hommes regardaient la mer, les cendres flottant au vent, les morceaux de métal et les fragments d'avions échoués sur les plages. Chacun réfléchissait au prix payé, aux familles qui pleuraient à des milliers de kilomètres et au fait que la victoire avait un visage humain et brutal. La technologie avait gagné la bataille, mais l'humanité continuait de payer le tribut. Le courage, la peur, le sacrifice et la mort étaient entremêlés dans un récit que personne ne pourrait jamais entièrement raconter, mais que tous ressentaient profondément. Le 4e jour, les quelques pilotes japonais, Survivance, décollaient avec une prudence extrême, évitant autant que possible les zones couvertes par les obus VT. Leurs formations étaient dispersées, la confiance érodée par l'expérience des jours précédents. Les artilleurs alliés, cependant, étaient calmes et méthodiques, leur entraînement et la précision des armes VT leur permettant de maintenir un contrôle absolu sur le ciel. Chaque succès renforçait non seulement la sécurité des positions alliées, mais rappelait également le coût humain qui accompagnait chaque victoire technologique. Ainsi, le champ de bataille aérien au-dessus d'Okinawa devint un lieu de leçons cruelles et immuables. L'innovation et la discipline pouvaient dominer, mais jamais sans que le prix humain soit visible. Les jeunes pilotes, qu'ils soient alliés ou ennemis, laissaient derrière eux des histoires de courage, de peur et de sacrifice, qui resteraient gravées dans la mémoire de ceux qui avaient survécu. Les obus VT, puissants et précis, avaient changé la guerre. Mais les hommes qui tiraient, volaient et mouraient restaient le cœur battant de cette tragédie. À la fin des 72 heures, Okinawa était sous le contrôle des Alliés, et ses cieux s'étaient enfin dégagés. 90% de la puissance aérienne japonaise assignée à la bataille avait disparu, laissant très peu d'options pour toute contre-attaque. Les avions abattus jonchaient les pistes et les collines avoisinantes, des silhouettes calcinées racontant le récit silencieux d'une défaite écrasante. Les navires alliés, désormais moins menacés par les attaques aériennes, pouvaient manœuvrer avec une confiance renouvelée, et les soldats sur le terrain ressentaient un mélange de soulagement et de gravité. Le lieutenant James O'Connor marchait lentement à travers l'aérodrome dévasté le lendemain. Ses bottes écrasaient le métal tordu, et ses yeux parcouraient les vestiges de la bataille. Des ailes brisées, des instruments dispersés, des cockpits calcinés et des moteurs éventrés. Il posa la main sur un zéro tombé, encore chaud de sa destruction. « Ils riaient », murmura-t-il, la voix basse et tremblante. Et puis, ils sont tombés. La scène était à la fois terrifiante et fascinante, un témoignage du pouvoir brut de la technologie et de la fragilité de la vie humaine. L'impact de la fusée VT résonnait dans tout le Pacifique. Le Japon ne pouvait plus compter sur sa domination aérienne passée, et les forces alliées se déplaçaient maintenant avec une assurance qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Les récits de cette arme se répandaient rapidement. Ingénieurs, soldats et stratèges s'émerveillaient de son ingéniosité. La précision des obus, leur capacité à détecter les cibles et à exploser à proximité, avaient transformé le combat aérien en une science presque exacte. Les manuels militaires et les rapports, d'après-bataille,
mentionnait désormais le VT comme un tournant stratégique, une invention qui avait non seulement sauvé des vies, mais aussi modifié la dynamique de la guerre dans le Pacifique. De retour en Amérique, les scientifiques et les ingénieurs qui avaient risqué le ridicule et l'échec reçurent enfin des médailles, des promotions et la satisfaction silencieuse d'avoir contribué à quelque chose de monumental. Leurs nuits sans sommeil, leurs tests et ajustements minutieux avaient produit un résultat tangible. Des milliers de vies épargnées, des batailles raccourcies et, selon certains, un rapprochement de la fin de la guerre. Les laboratoires et les ateliers, autrefois remplis de doutes et de calculs complexes, étaient devenus le berceau d'une révolution militaire. Chaque rapport envoyé aux commandants alliés contenait non seulement des données techniques, mais aussi l'écho du courage et de la persévérance de ceux qui avaient rendu la victoire possible. Pourtant, chaque triomphe portait son ombre de tristesse. La vie humaine avait été anéantie avec une précision implacable. O'Connor pensait aux jeunes pilotes, certains à peine plus âgés que son petit frère resté à la maison, et se rappelait que même la technologie la plus brillante ne pouvait effacer le coût humain de la guerre. Les familles japonaises, loin du théâtre des opérations, pleuraient en silence, tandis que des communautés entières apprenaient à vivre avec l'absence et le vide laissé par la bataille, chaque aile brûlée, chaque moteur éclaté, chaque cockpit vidé racontait l'histoire de vies interrompues, de rêves brisés et de courage inexprimé. Sur le terrain, les Alliés commençaient à reconstruire, à réparer et à consolider leur position. Les leçons tirées de cette bataille guidaient les stratégies futures, et les hommes se rappelaient la puissance des innovations combinées à la discipline humaine. Le VT avait changé non seulement le résultat d'Okinawa, mais aussi la perception de la guerre aérienne. La technologie pouvait transformer le destin, mais elle ne pouvait jamais effacer la mémoire de ceux qui avaient donné leur vie. O'Connor observa une dernière fois l'aérodrome, maintenant silencieux, et sentit le poids de la victoire et de la perte peser sur ses épaules. Les vents du Pacifique emportaient les cendres et les souvenirs, tandis que l'héritage de la fusée VT et des hommes qui l'avaient maniée continuait à façonner l'avenir. Dans ce mélange de triomphe et de deuil, il comprit enfin que chaque victoire venait avec un prix que l'histoire ne pouvait pleinement mesurer. Des décennies plus tard, en 1965, le lieutenant James O'Connor retourna à Okinawa. L'île avait cicatrisé, les forêts avaient remplacé les pistes d'aviation et les villages reconstruits témoignaient de la résilience humaine. Pourtant, il marchait, doucement parmi les monuments commémoratifs, ses pas résonnant à peine sur les allées pavées. Il s'arrêtait parfois, lisant les noms gravés dans la pierre. Pilotes, marins, soldats, ingénieurs, Américains et Japonais mêlés dans une mémoire commune de courage et de sacrifice. Chaque gravure était une histoire silencieuse, une vie interrompue par le tumulte de la guerre, et O'Connor sentait le poids du temps et du souvenir sur ses épaules. Il s'arrêta devant une petite plaque dédiée aux disparus des 72 heures de destruction, aux obus à fusée VT qui avaient changé le ciel. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui un parfum discret de sel et de métal, rappelant la mer qui entourait l'île et l'odeur des navires et des combats d'antan. O'Connor ferma les yeux et laissa son esprit s'élever au-dessus du Pacifique, imaginant le rugissement des moteurs, le tonnerre de l'artillerie, les derniers instants de courage suspendus dans le ciel. Il revit les héros et les orcas, leur formation disciplinée et la précision mortelle des obus qui explosèrent autour d'eux, changeant le destin de milliers de vies. « Ils se sont moqués de nous », murmura-t-il, la voix presque emportée par la brise. Et puis, ils sont tombés, pas parce que nous étions plus forts, mais parce que l'ingéniosité peut devancer l'arrogance. Ces mots flottaient dans l'air comme un hommage à la fois humble et fier aux hommes et aux femmes qui avaient contribué à cette victoire, à ceux qui avaient osé imaginer, tester et perfectionner une technologie capable de transformer le ciel en une arme silencieuse mais implacable.
Le soleil se coucha lentement derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes d'or et de cramoisi. Les nuages s'étiraient comme des voiles brûlés, et au-dessus, seuls les oiseaux chantaient, traçant des trajectoires que des décennies auparavant avaient été remplies de fumée, de feu, morts. Le lieutenant O'Connor suivit leur vol avec les yeux, se rappelant les trajectoires imprévisibles des obus, les explosions suspendues dans l'air et le chaos orchestré par la fusée VT, cette invention silencieuse qui avait réécrit l'histoire sans un rugissement, sans un cri visible, mais avec une efficacité impitoyable. Il passa devant d'autres monuments, chacun racontant l'histoire de la guerre. Des marins tombés sur les ponts de cuirassés, des soldats ensevelis sous le feu des canons, des pilotes américains et japonais disparus dans les cieux, et les ingénieurs qui, loin du front, avaient contribué à la victoire par leur génie et leur persévérance. O'Connor s'arrêta un moment devant le nom de ses camarades, de ceux qui avaient partagé la ligne de feu avec lui, des hommes et des femmes dont la mémoire était gravée à jamais dans le cœur de l'île. Il pensa à chaque moment de peur et de courage, à chaque décision prise en une fraction de seconde, et à la fine ligne entre la vie et la mort qui avait été décidée par la précision d'un obus et la détermination humaine. Le vent du soir apportait une douce quiétude, contrastant avec le souvenir du tumulte. Le lieutenant inspira profondément et sentit la paix de l'île, la fin d'un conflit qui avait coûté tant de vies, mais avait permis à la paix de revenir. Les vagues s'écrasaient doucement sur les côtes, emportant avec elles l'écho des combats, et le ciel, maintenant silencieux, semblait veiller sur le souvenir des hommes tombés. Dans ce calme, O'Connor comprit que la guerre avait laissé un héritage double, la mémoire des pertes et l'exemple du courage, de l'ingéniosité et de la résilience humaine. Pour un moment, il imagina les fantômes de la fusée VT, cette arme invisible qui avait transformé le ciel en un champ de justice et de stratégie, planant au-dessus de la mer paisible, observant le monde qu'elle avait contribué à protéger. La guerre était terminée, le ciel était calme, le monde avait survécu à la tempête, les souvenirs demeuraient, mais la vie continuait, et la paix retrouvée sur Okinawa était le témoignage vivant que même dans les heures les plus sombres, le courage, l'ingéniosité et la mémoire pouvaient perdurer. O'Connor marcha lentement vers la lisière de la forêt, laissant derrière lui les monuments et les vestiges de l'histoire, mais emportant avec lui le poids de la leçon, que la technologie peut changer le cours d'une bataille, que l'esprit humain peut surpasser l'arrogance et que le ciel, même silencieux, continue de raconter les histoires des hommes qui ont osé défendre ce qui était juste. Les oiseaux s'éloignèrent, les vagues continuèrent leur chant, et l'ancien lieutenant sut que l'héritage de ces 72 heures resterait gravé dans le temps, invisible mais omniprésent, silencieux mais éternel. Ensuite, exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.